Bonjour, je vous propose une vidéo sur les méthodes patrimoniales dans le cadre de la valorisation des entreprises. Nous allons voir l'actif net comptable réévalué, l'actif net comptable corrigé et les méthodes mixtes avec rente de goodwill, ce qui nous amènera à parler de valeur substantielle brute et de capitaux permanents nécessaires à l'exploitation. Commençons par l'actif net comptable. Alors l'actif net comptable, par définition, c'est la différence entre les actifs réels en valeur comptable et les dettes réelles également en valeur comptable. On peut aussi dire que l'actif net comptable, ça va être d'une part le total de l'actif moins les actifs fictifs. Si je prends le total de l'actif et que j'enlève les actifs fictifs, il me reste les actifs réels, moins, de la même façon, le total des dettes moins les dettes fictives. Par conséquent, en se débarrassant de la parenthèse, nous pouvons écrire que l'actif net comptable, c'est total de l'actif moins actif fictif, moins total des dettes, plus les dettes fictives. Le total de l'actif moins le total des dettes, qui sont soulignés ici, correspondent aux capitaux propres. Par conséquent, l'actif net comptable peut être considéré comme étant égal aux capitaux propres moins les actifs fictifs plus les dettes fictives. Concentrons-nous maintenant sur deux postes de passifs. Tout d'abord, les provisions pour risques et charges. Eh bien, elles sont assimilées à des dettes réelles. Les écarts de conversion passive sont, eux, assimilés à des capitaux propres, c'est-à-dire à de la dette fictive. Ça signifie finalement que l'actif net comptable est égal aux capitaux propres moins les actifs fictifs plus l'écart ou les écarts de conversion passif. Listons maintenant les actifs fictifs, c'est-à-dire ces postes d'actifs qui sont inscrits à l'actif du bilan mais qui n'ont aucune valeur marchande, qui ne peuvent pas être revendus. On a notamment premièrement, les frais d'établissement, c'est-à-dire les dépenses engagées au moment de la constitution de la société et qu'il est impossible de revendre, qui sont inscrites au bilan de l'entreprise pour être amorties et lissées dans le temps dans l'impact négatif sur le résultat de l'entreprise. De la même façon, nous avons les frais de recherche et développement, les charges à répartir sur plusieurs exercices, les charges constatées d'avance, les primes de remboursement des obligations et les écarts de conversion actifs en l'absence de provisionnement du risque de change correspondant. Passons maintenant à l'actif net comptable réévalué. Alors, je rappelle que l'actif net comptable, tout court, c'est la différence entre les actifs réels en valeur nette comptable et les dettes réelles. La particularité de l'actif net comptable réévalué, c'est de prendre en compte les valeurs économiques des actifs et des dettes. C'est donc de réévaluer les actifs et les dettes. Alors, dans ce cas, on va dire que l'actif net comptable réévalué, ce sont les actifs réels à leur valeur économique, moins les dettes réelles à leur valeur économique. Alors, on peut dire aussi que c'est l'actif net comptable moins le capital souscrit non appelé, plus des plus-values latentes sur les actifs, alors évidemment net des moins-values latentes, et moins les plus-values latentes sur la dette, évidemment net des moins-values latentes. Alors quand on sait que l'actif net comptable, ce sont les capitaux propres moins les actifs fictifs, plus l'écart de conversion passif, eh bien, il convient pour arriver à l'actif net comptable réévalué de déduire de cela le capital souscrit non appelé, plus les plus-values latentes sur actifs nettes des moins-values latentes, et de déduire les plus-values latentes sur la dette, bien évidemment, nettes des moins-values latentes. Passons maintenant à l'actif net comptable corrigé. Alors, je rappelle dans le premier bullet point ce qu'est l'actif net comptable réévalué. Capitaux propres, moins actifs fictifs, plus écart de conversion passive, c'est-à-dire actif net comptable, moins capital souscrit non appelé, plus plus-value latente sur actifs net des moins-values latentes et moins plus-value latente sur dette net des moins-values latentes. La particularité de l'actif net comptable corrigé, c'est de prendre en compte la fiscalité latente sur les biens non nécessaires à l'exploitation, de prendre en compte la valeur d'utilité du crédit bail et de prendre en compte certains engagements hors bilan comme des engagements de retraite. Dans ce cas, l'actif net comptable corrigé va être égal aux capitaux propres moins les actifs fictifs plus l'écart de conversion passif, moins le capital souscrit non appelé, plus les plus-values latentes sur actifs nets des moins-values latentes, plus moins les plus-values latentes sur la dette, nette des moins-values latentes, et moins
les éventuelles autres dettes fiscales latentes, plus les éventuelles créances fiscales latentes, et plus la valeur d'utilité du crédit bail. Alors, concentrons-nous sur les plus ou moins values latentes sur immobilisation. Alors, pour les biens nécessaires à l'exploitation, on prend la valeur d'utilité, sauf si la valeur vénale est plus faible. Donc, on prend le minimum entre la valeur d'utilité et la valeur vénale. Pour les biens non nécessaires à l'exploitation, que l'entreprise devrait céder, on retient donc leur valeur vénale. Maintenant, concernant la valeur d'utilité des biens nécessaires à l'exploitation, nous pouvons dire que c'est la somme des cash flows futurs actualisés que ces biens génèrent pour l'entreprise. À partir du moment où les cash flows futurs sont constants, que nous avons l'équivalent d'une somme d'annuités constantes actualisées, et bien la valeur d'utilité des biens nécessaires à l'exploitation, ça va être le cash flow annuel récurrent que multiplie 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Concernant maintenant le droit au bail, je veux dire qu'il s'agit d'un actif incorporel qui peut se valoriser en partant du principe qu'il s'agit d'un gain annuel, et on va faire la somme de tous les gains annuels futurs, correspondant à la différence entre ce qu'est le loyer de marché, c'est-à-dire ce qu'on devrait payer pour le bien que l'on loue, pour le bien immobilier que l'on loue, et le loyer que l'on paye effectivement. Si j'ai un loyer de 1000 euros par mois et que le loyer de marché est de 1500 euros, j'ai une économie annuelle de 500 euros. Eh bien, on fait la somme de ces économies annuelles futures actualisées. Alors, dans l'hypothèse d'un contrat de location sur N années, on va faire la somme de ces avantages futurs sur N années actualisés, et donc cette différence loyer de marché moins loyer payé doit être multipliée par le coefficient 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Maintenant, concentrons-nous sur la valeur d'utilité du crédit bail. Alors, il ne s'agit pas de faire entrer dans le calcul de l'actif net comptable corrigé la valeur vénale du bien financé par crédit bail, puisque l'entreprise n'en est pas propriétaire. Par conséquent, la seule chose que l'on va prendre en compte, quand on prend en compte des plus-values latentes, c'est la différence entre la valeur vénale du bien ainsi financé et la somme des valeurs actuelles des redevances futures et de l'option d'achat. Ce que je veux dire, c'est que la valeur d'utilité du crédit bail, ça va donc être la valeur vénale moins, d'une part, la somme des redevances annuelles futures actualisées. Dans l'hypothèse où ces redevances sont constantes, eh bien, il suffit encore une fois de prendre le montant de la redevance que multiplie le coefficient qu'on a déjà cité 2 fois dans cette slide, 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i, somme d'annuités constantes actualisées, plus le montant à payer lorsque l'on exerce l'option d'achat à l'échéance dans N années, et par conséquent, ce prix d'exercice de la levée de l'option d'achat doit être actualisé en le divisant par 1 plus i puissance n. VV voulant dire valeur vénale des biens financés par crédit bail. Alors, arrêtons-nous un instant sur la fiscalité latente. Nous avons d'une part des créances fiscales latentes, à savoir, premièrement, le fait que s'il y a des actifs fictifs dans le bilan, eh bien, d'un point de vue économique, on les fait disparaître. Ça veut donc dire que on constate implicitement une moins-value latente sur ces actifs fictifs. Qui dit moins-value dit économie d'impôt. Donc ce que je veux dire, c'est que le suramortissement immédiat des actifs fictifs lors de la valorisation engendre une économie d'impôt, tout au moins génère une créance fiscale. Par ailleurs,
il peut y avoir des moins-values latentes sur des actifs hors exploitation, c'est-à-dire des actifs qui ne sont pas directement utiles à l'activité courante de l'entreprise et qui devraient être revendus. S'ils sont revendus et qu'ils génèrent une moins-value, on aura encore une fois une réduction d'impôt. Concernant les dettes fiscales latentes, alors nous avons finalement principalement deux types de dettes fiscales latentes. Tout d'abord, une fiscalité latente sur les subventions d'investissement et les provisions réglementées qui constituent l'écart entre les montants de la situation nette et des capitaux propres. Je rappelle, situation nette plus subvention d'investissement plus provision réglementée égale capitaux propres. Alors pourquoi est-ce que ces subventions d'investissement et ces provisions réglementées génèrent-elles une dette fiscale latente? Eh bien parce que les deux ont vocation à augmenter le bénéfice dans le futur. Les subventions d'investissement ont vocation à être virées à hauteur d'une quote-part chaque année en résultat. Et par conséquent, il s'agit d'une écriture de produit. Pour les spécialistes, c'est le compte 777, donc le compte de produit qui est mouvementé. Et qui dit produit dit impôt à payer sur ce produit. Par ailleurs, les provisions réglementées ont vocation à être reprises. Et qui dit reprise de provision dit produit et dit donc imposition. Nous avons également, en termes de dette fiscale latente, l'impact des plus-values latentes sur les actifs hors exploitation qui ont vocation à être revendus. Et si la revente engendre une plus-value comptable, eh bien, il faudra payer de l'impôt sur la plus-value. Et puis, il peut y avoir d'autres dettes fiscales latentes sur des redressements fiscaux, par exemple. Maintenant, abordons les méthodes intégrant ce qu'on appelle le goodwill. Alors, on va noter grand V la valeur de la société, c'est-à-dire la valeur de ses capitaux propres. Le principe est que la valeur de la société est égale à l'actif net comptable corrigé plus le goodwill. Mais nous avons deux façons de calculer le goodwill. Première façon, ce qu'on appelle la méthode indirecte. Cette méthode indirecte est celle qui consiste à dire que la valeur de la société, la valeur de ses capitaux propres bien sûr, est égale à la moyenne entre l'actif net comptable et une valeur de rendement. La valeur de rendement étant une rente perpétuelle de dividendes futurs ou une rente perpétuelle de bénéfices futurs. C'est le dividende constant, par exemple, attendu dans le futur, divisé par le taux d'actualisation, ou le bénéfice futur, supposé encore une fois constant, divisé par le taux d'actualisation. Par conséquent, puisque nous avons deux expressions pour V, ANCC plus goodwill, comme indiqué à la deuxième ligne de cette slide, et ANCC plus VR sur 2, nous pouvons dire que ces deux expressions sont égales et nous pouvons isoler le goodwill en faisant passer l'actif net comptable corrigé à droite du deuxième signe égal. Donc le goodwill se retrouve égal à ANCC plus VR sur 2 moins ANCC. Et en mettant tout au même dénominateur, nous voyons que le goodwill est égal à la valeur de rendement moins ANCC divisé par 2. Ça, c'est la méthode indirecte. Ensuite, nous avons la méthode, entre guillemets, directe, la méthode des anglo-saxons. Cette méthode des anglo-saxons est celle qui consiste à dire que le goodwill est égal à une somme de rente de goodwill annuelle future, constante, actualisée. Par conséquent, si je fais une somme d'annuités constantes actualisées, l'annuité étant la rente de goodwill, on se trouve avec un goodwill égal à la rente de goodwill que multiplie le coefficient que nous avons déjà vu plusieurs fois dans cette vidéo, 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Alors, dans l'hypothèse d'une rente perpétuelle, dans l'hypothèse où n tend vers plus infini, le goodwill est donc égal à la rente de goodwill divisé par i. Alors maintenant, voyons la rente de goodwill fondée sur l'actif net comptable corrigé. Donc, on rappelle ce qu'on a déjà dit, le goodwill est égal à une somme de rente de goodwill future actualisée. L'actif net comptable corrigé étant une différence entre des actifs retenus pour leur valeur économique et des dettes. Par conséquent, le taux d'intérêt retenu comme taux d'actualisation est petit k, qui est le coût des capitaux propres.
Alors, cette rente de goodwill annuel va être égale à un bénéfice, dont on va voir la détermination dans un instant, moins le taux sans risque appliqué à l'actif net comptable corrigé. C'est-à-dire que l'on se demande ce que l'on gagne en investissant dans les actions valorisées à l'actif net comptable corrigé par rapport à un investissement du même montant, d'un montant égal à l'actif net comptable corrigé, mais cet investissement étant réalisé en obligation sans risque. Voilà. Donc on fait la différence entre le bénéfice généré par l'actif net comptable corrigé et l'application du taux sans risque à l'actif net comptable corrigé. Alors, comme cette rente de goodwill va générer un goodwill qui va s'ajouter pour avoir la valeur économique des capitaux propres à l'actif net comptable corrigé, parce que ce goodwill correspond finalement à la valeur du fonds de commerce de l'entreprise, pour éviter un double comptage, eh bien l'actif net comptable corrigé que l'on retient ici est hors fonds de commerce. Alors, ayant dit cela, comment calculer le bénéfice? Alors, ce bénéfice, il est calculé à partir du RCAI, du résultat courant avant impôt. On réintègre la redevance de crédit bail, c'est-à-dire que on fait finalement comme si il ne s'agissait pas d'une location, mais d'un bien dont l'entreprise était propriétaire, et dans ce cas, elle ne paierait pas de redevance, en contrepartie de quoi elle comptabiliserait des dotations aux amortissements. Par conséquent, on déduit des dotations aux amortissements sur le crédit bail. On neutralise les charges non liées à l'exploitation, puisqu'on ne retient que les actifs liés à l'exploitation, donc par souci d'homogénéité au niveau du compte de résultat, on ne retient que des agrégats liés à l'exploitation. Donc pour les éliminer, on réintègre les charges non liées à l'exploitation. On déduit également pour les éliminer les produits non liés à l'exploitation. Et puis, on réintègre, encore une fois, pour les neutraliser, les dotations sur les actifs réévalués. On réintègre de la même façon, bien évidemment, les dotations sur les actifs fictifs. Alors, je reviens sur les actifs réévalués. On a neutralisé en les réintégrant les dotations pour pouvoir comptabiliser, ou plutôt prendre en compte, des dotations aux amortissements retenus sur la valeur économique. Il peut y avoir éventuellement des dotations aux amortissements et aux dépréciations complémentaires à prendre en compte, et à contrario des reprises d'amortissements et de provisions complémentaires. On déduit également la participation des salariés aux fruits d'expansion, et on obtient ainsi le résultat courant avant impôt retraité. Il n'y a plus qu'à appliquer le taux d'IS pour avoir l'IS sur le résultat courant avant impôt retraité et avoir ainsi le bénéfice. Passons maintenant à la rente de goodwill fondée sur la VSB. C'est-à-dire qu'on a toujours le même principe, le goodwill est égal à une somme de rente de goodwill annuelle future actualisée au coût des capitaux propres, et cette fois-ci la rente est égale, la rente de goodwill bien sûr, est égale au bénéfice moins l'application du taux sans risque à ce qu'on appelle la valeur substantielle brute. Cette valeur substantielle brute, c'est la valeur de l'outil économique. C'est-à-dire que la valeur substantielle brute va prendre en compte les biens nécessaires à l'exploitation, à leur valeur d'utilité ou à leur valeur vénale. On va prendre en compte la valeur vénale du crédit bail, comme si l'entreprise était finalement propriétaire du bien financé par crédit bail, et on va prendre en compte les effets escomptés non échus. Ça veut dire qu'on va les réintégrer parce qu'ils ont pu servir à couvrir un découvert. Et dans cette approche, par la VSB, on ne prend absolument pas en compte la fiscalité latente. D'ailleurs, au passage, la VSB n'est pas une méthode de valorisation. C'est un calcul intermédiaire qui permet de calculer le goodwill. C'est tout. Donc, ayant dit tout cela, la VSB, la valeur substantielle brute, c'est la valeur d'utilité ou la valeur vénale de l'actif d'exploitation, plus la valeur vénale du crédit bail, plus, comme on vient de le voir, les effets escomptés non échus. Maintenant, concernant le calcul du bénéfice, à prendre en compte dans le calcul de la rente annuelle de goodwill, on va
avoir la même approche que celle qui avait été suivie pour la rente de goodwill fondée sur l'actif net comptable corrigé. On repart du RCAI, on réintègre la redevance de crédit bail comme si on était propriétaire du bien financé par crédit bail. On enlève la dotation aux amortissements sur le crédit bail, encore une fois, comme si on était propriétaire de l'immobilisation correspondante. On neutralise en les réintégrant les charges non liées à l'exploitation. On neutralise en les déduisant les produits non liés à l'exploitation. On réintègre les dotations sur les actifs réévalués et sur les actifs fictifs. On déduit des dotations aux amortissements fondés sur des valeurs économiques. On déduit des dotations aux amortissements complémentaires et on ajoute, le cas échéant, des reprises d'amortissements complémentaires. Et on neutralise tous les éléments financiers, c'est-à-dire qu'on ajoute pour les neutraliser les charges financières et on déduit également pour les neutraliser les produits financiers. À partir du moment où l'on raisonne sur un actif économique, il n'y a pas de raison de retenir le financement et son impact sur le compte de résultat au travers des charges financières. On déduit la participation, on a un RCAI retraité dont on déduit en appliquant un taux d'IS de 25% l'IS sur le résultat courant avant impôt retraité et on obtient ainsi le bénéfice en B. Dernière approche, la rente de goodwill fondée sur ce qu'on appelle les capitaux permanents nécessaires à l'exploitation. Alors, la formule est toujours la même. On a une somme de rente de goodwill future actualisée, sauf que désormais, vu la façon dont les CPNE sont définis, ce qu'on va voir dans un instant, le taux d'actualisation n'est plus le coût des capitaux propres, mais le coût moyen pondéré du capital. C'est pour ça que le grand K que nous voyons ici remplace le petit K des slides précédentes. Dans ce cas, la rente annuelle de goodwill va être la différence entre un bénéfice qu'on va expliciter et le taux sans risque appliqué au CPNE. Alors, ces CPNE, ces capitaux permanents nécessaires à l'exploitation, sont les capitaux à long terme nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise. Cela correspond aux actifs non courants nécessaires à l'exploitation augmentés d'un BFR normatif. Ça revient finalement à dire que les CPNE, les capitaux permanents nécessaires à l'exploitation, sont égaux à la VSB, la valeur substantielle brute, moins l'actif circulant, plus le BFR normatif. Alors, pour terminer, le calcul du bénéfice, donc on repart encore une fois du RCAI, on réintègre encore une fois la redevance du crédit bail, on enlève les dotations aux amortissements sur le crédit bail, on réintègre pour les neutraliser les charges non liées à l'exploitation, on déduit pour les neutraliser les produits non liés à l'exploitation, on réintègre les dotations sur les actifs réévalués, on réintègre les dotations sur les actifs fictifs, on enlève les dotations fondés aux amortissements, bien sûr, fondés sur des valeurs économiques. On déduit, le cas échéant, des dotations complémentaires. On réintègre, le cas échéant, des reprises complémentaires. Et on va neutraliser les charges financières sur la dette à long terme. Et on va déduire des produits financiers sur les placements à long terme pour ne retenir finalement que les charges financières à court terme et les produits, corrélativement bien évidemment, les produits financiers sur les placements à court terme. Alors pourquoi est-ce qu'on ne retient que les charges financières sur la dette à court terme? Eh bien tout simplement parce que le BFR, le financement du BFR peut donner lieu à du découvert et qu'il est donc légitime de prendre en compte les intérêts ou les charges financières à payer sur ce découvert. Une fois que tout ça a été pris en compte, il reste à déduire la participation pour avoir le RCAI retraité dont on déduit un IS calculé sur le RCAI ainsi retraité pour avoir finalement le bénéfice.